Bonjour à tous et bienvenue à votre émission hebdomadaire L'Entretien. Les vacances sont terminées et nous sommes aux portes d'une nouvelle année scolaire en République du Bénin. Une année scolaire 2019-2020 qui va démarrer ce lundi 16 septembre 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Mais qu'ils vous souviennent que l'année scolaire écoulée s'était déroulée sans aucune perturbation, avec à la clé de très bons résultats aux différents examens de fin d'année. Et vous vous souvenez également, puisque c'est encore tout frais dans les mémoires, des deux grandes évaluations organisées récemment par le gouvernement en place au profit des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire général. Et nous voici donc aux portes d'une nouvelle année scolaire. Alors, sommes-nous vraiment prêts pour la démarrer? Les conditions sine qua non à remplir afin que nous ayons une année apaisée sont-elles remplies? Quel est l'état d'âme actuel des différentes centrales et confédérations syndicales en cette veille de la nouvelle année scolaire? Voilà les grandes questions que nous allons aborder ce dimanche avec nous sur ce plateau, un acteur du système éducatif du monde syndical, Anselme Mamoussou. Bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de répondre présent à notre appel. C'est un plaisir. Vous êtes secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, la CSA Bénin. Merci d'être là. Est-ce qu'on est prêt pour la nouvelle année scolaire? Je pensais que vous me demanderiez si on est prêt pour la rentrée. Et je dis oui, plus ou moins prêt pour la rentrée scolaire. Elle est fixée pour le 16 septembre prochain. Oui. Et je crois que de façon habituelle, le gouvernement a fait le minimum pour que la rentrée puisse se dérouler plus ou moins normalement. Et quand je parle de minimum, c'est l'organisation de la journée de réflexion, c'est le paiement des primes et indemnités aux enseignants, c'est le positionnement des subventions, c'est l'apparition des actes de mutation, par exemple. Quand on a ce minimum, on peut espérer que la rentrée s'effectue normalement. D'accord. Mais la question que vous me posez, c'est est-ce que l'année va se dérouler normalement? De façon globale d'abord, est-ce que vous voyez des indicateurs qui vous rassurent? Écoutez, si vous m'aviez posé la question il y a 2 ou 3 jours, je vous aurais dit que je suis plutôt pessimiste. Mais avec ce que nous avons entendu de la part du gouvernement dans le dernier Conseil des ministres, on peut espérer que nous puissions avoir une année scolaire apaisée de façon générale. Très bien. Étant entendu que nous avons souvent eu cet optimisme qui a été démenti par la suite par des actes de gouvernance au niveau du système éducatif. Et donc quand je dis ça, c'est avec beaucoup d'optimisme, c'est vrai, mais en même temps, il faut développer la prudence qui nous permet de faire la veille afin que le gouvernement ne puisse pas poser des actes qui peuvent être des actes attentatoires à l'apaisement que nous recherchons au cours de l'année scolaire qui va commencer le lundi prochain. Une fois que vous nous avez rassurés, on commence par le commencement. La rentrée, c'est pour ce lundi 16 septembre 2019. On a pris l'habitude depuis 3 ans déjà à commencer l'année, déjà en septembre, à mi-septembre. Est-ce que cette fois-ci, avec les préalables que vous venez juste d'énumérer, vous êtes très sûr qu'effectivement, nous aurons une rentrée très calme? Et comment? Oui, nous aurons une rentrée. Nous aurons une rentrée parce que, écoutez, le minimum que nous demandons en termes de mesures que l'on peut prendre vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis de ceux qui vont animer l'école dès le lundi, ce minimum, il est présent. Oui, quel est ce minimum? Ce minimum, écoutez, je vous l'ai déjà dit, c'est le paiement des primes. C'est vrai qu'au niveau des primes de rentrée, je pense que depuis 2 ans maintenant, nous avons été habitués à un paiement directement sur les fiches de paye. Oui. Et donc, c'est ça que nous avons encore constaté cette année. En tout cas, pour la plupart, il y en a certains encore qui attendent, mais ça va se faire d'ici là. Et donc, vous voyez, ce minimum étant rempli, les actes de mutation de personnel étant rendus publics, si le minimum pour faire fonctionner les classes, je veux dire le matériel de démarrage étant présent dans les écoles, je pense que c'est ce que j'appelle minimum qui nous permet donc d'espérer que nous aurons une rentrée. Il n'y a pas jusqu'à présent... Sur la question des primes, quelle a été la procédure? Puisque déjà en juin, l'on a entendu le gouvernement clamer sa bonne volonté de pouvoir régler cette question des primes avant la rentrée. Et ils avaient dit qu'ils allaient faire un recensement pour voir un peu ceux qui ont déjà satisfait à ces conditions-là pour bénéficier des primes de rentrée. Quelle a été la procédure? Et la procédure, c'est que les listes sont actualisées.
Les listes des enseignants bénéficiaires sont actualisées, sont toilettées, avec la présence des partenaires sociaux au niveau de chaque sous-secteur. Et donc, ce travail, il est fait longtemps à l'avance. Vous avez déjà dit, du mois de juin, juillet, c'était déjà fait. Et donc, quand ces listes-là sont validées, le ministère des Finances se met en branle pour pouvoir positionner les différentes primes sur les fiches de paie des camarades. Et il ne manque jamais de petits couacs. Et ces petits couacs-là sont en train d'être réglés, notamment au niveau de l'enseignement secondaire aujourd'hui, où la plupart des enseignants attendent encore. Et on nous a annoncé au niveau du cabinet que ça va être réglé en fin de cette semaine. D'accord. Et donc, je pense que cette procédure, elle a eu beaucoup de mal la première année, mais elle s'est fluidifiée de plus en plus aujourd'hui. Et il y a de moins en moins de réclamations, de moins en moins de problèmes. Même si là, je dois avouer que on a une catégorie d'enseignants qui sont comptabilisés par l'État au compte de son personnel, ceux qui sont sans contrat et sans salaire, qui malheureusement travaillent, mais pour cette année encore n'ont pas été encore pris en compte par le paiement des primes. Nous espérons que ça va être réglé parce que nous avons évoqué la question avec les ministres de tutelle. Donc voilà la procédure. Elle a l'avantage de moins exposer les enseignants parce que ce qui se faisait avant, ça paraissait assez misérabiliste. Oui, parce que j'avais posé la question, vous avez le sentiment qu'on a revu un peu le traitement réservé aux enseignants sur ce contexte-là, c'est-à-dire le paiement des primes de rentrée. Entre-temps, comment est-ce que ça se passait? Écoutez, en temps, nous nous retrouvions dans les écoles. Au-dessus de tout le monde. Au-dessus de tout le monde. Il fallait attendre parfois 22h, 23h pour pouvoir rentrer à la maison. Et ce spectacle que nous donnions n'était pas très reluisant pour le monde enseignant. Et je suis parfaitement heureux aujourd'hui que le gouvernement ait pu régler cette question de l'image que nous projetons à la rentrée à chaque fois. Parce que ailleurs, les gens prennent leurs primes, personne n'est informé. Pourquoi c'est au niveau de l'enseignement que nous devons, comment dire, montrer que nous sommes les plus nécessités de la République. Oui. Et donc aujourd'hui, de façon tout à fait responsable, discrète et dit, vous avez votre prime, vous en disposez sans amener toute la République sur les conditions déplorables d'organisation de la journée de réflexion. Et il n'y a pas de débat sur les montants, généralement? Écoutez, les montants, nous avons toujours demandé qu'elles soient revues à la hausse. Pour l'instant, la question n'a pas encore été vraiment abordée avec le gouvernement. Nous n'avons pas mis ça comme une exigence préalable à la reprise des classes. Et donc, nous avons maintenu les mêmes montants. Mais le point positif, c'est que ces montants-là sont payés plus ou moins à bonne date. Et donc, c'est l'essentiel. Le débat sur la révélation des primes va certainement venir sur la table des négociations avec le gouvernement. Et à ce moment-là, nous monterons nos exigences. Et nous espérons que le gouvernement aura l'écoute qu'il faut pour nous permettre d'obtenir satisfaction. Mais pour taire encore davantage les polémiques, à quoi vous servent généralement ces primes de rentrée? À quoi vous sert votre salaire ou vos différentes primes? Parce que là, on parle de primes, on ne parle pas de salaire. Hein. Oui, mais c'est un revenu. C'est un revenu tout à fait légal sur la base des tests qui ont été pris. C'est un revenu pour motiver, pour reconnaître la spécificité donc, du corps. Quand je prends la prime de travaux de nuit, tout le monde sait que l'enseignant travaille la nuit pour corriger les fiches, pour corriger les copies, etc. etc. Donc, ce sont des primes tout à fait réglementées, justifiées, et qui font partie du revenu de l'enseignant. Vous n'allez pas me demander de vous dire comment je dépense mon revenu. On connaît le minimum, on connaît ce qui est classique. C'est les besoins de la famille, c'est les besoins personnels. Et donc, permettez-moi de ne pas donner de montant pour les primes parce que c'est assez ridicule encore aujourd'hui. Ah bon. C'est assez ridicule comme montant parce qu'on parle de montants annuels. On parle de montants annuels et si je vous dis ce que le total fait, écoutez, vous risquez d'avoir une très mauvaise image à nouveau donc, de l'enseignant que je suis. Et donc, je me contente de ça. Ça me permet donc de régler les problèmes de rentrée, par exemple. Oui. Ça me permet de payer peut-être une première tranche à un enfant ou à des enfants. Et donc, c'est toujours de l'argent de prix. Je pars du principe qu'une petite augmentation de votre revenu est toujours la bienvenue lorsque vous êtes un citoyen responsable, un père de famille responsable, un parent responsable. Et c'est ce que nous faisons avec nos primes. Nous essayons donc de régler nos problèmes. Et c'est pour cela, lorsque vous évoquez la question de l'augmentation des primes, c'est une question récurrente. Oui.
et pour laquelle certainement nous aurons les débats avec le gouvernement. Très bien. Mais l'autre préalable aussi, c'est la publication des actes de mutation, des affectations. Entre-temps, par le passé, on entendait des mutations punitives, des affectations disciplinaires. C'est derrière nous tout ça? Écoutez, deux choses. La première, nous avons dans notre système éducatif, dans notre pays en général, considéré des zones comme étant des zones où on ne doit pas servir, ou bien lorsqu'on vous envoie dans ces zones, c'est vécu très difficilement par l'agent. Il y a bien des individus là qui ont besoin aussi de recevoir l'instruction. Absolument. Et donc ça, nous devons absolument nous départir de cette mentalité. Oui. C'est ça qui fait qu'on trouve tout le temps des mutations punitives. Cela étant dit, c'est vrai que par moment, il y a des mutations qui se font par l'autorité, qui ont un fort élan de règlement de compte. Comment? Qu'est-ce que vous le faites dire souvent quand vous le dites ainsi? Lorsque, vous savez, même si c'est pas, comment dire, consacré par des tests, oui. Nous avons des pratiques. Nous avons des pratiques qui sont des accords, oui. Et qui sont devenus des accords traditionnels. Lorsque je suis partenaire social, lorsque je suis syndicaliste, dans l'enseignement secondaire par exemple, la pratique c'est que je peux souvent être amené à aller vers l'autorité, à répondre à l'appel de l'autorité, pour essayer donc d'accompagner le système éducatif. Et de ce point de vue, pour m'empêcher d'être complètement inefficace dans ma classe en tant qu'enseignant, on fait un petit aménagement qui permet à l'autorité de me mettre pas trop loin du centre de décision, c'est-à-dire du ministère de tutelle. Ce qui fait que on permet aux enseignants qui sont en position de responsables syndicaux de ne pas être positionnés trop loin de la capitale ou de Cotonou. Est-ce que ça c'est dit dans les textes? C'est pas dit dans les textes, mais je vous ai dit, oui, mais c'est pas dit dans les textes, mais c'est la pratique parce que ça permet justement la fluidité dans le dialogue social, la fluidité dans l'accompagnement du système éducatif. Si vous m'affectez à Natitengo, par exemple, oui. Et que le ministre a besoin de moi pour une réunion urgente, vous regardez un peu le délai de route, je ne peux pas venir à temps, ou alors si je viens à temps que je finis la réunion, je ne peux pas rapidement retourner dans ma classe pour la tâche qui est la mienne. Et donc, vous voyez, ce n'est pas consacré par un test, mais c'est le bon sens. C'est le bon sens. Mais ce même bon sens aussi ne se situe pas dans l'intention du gouvernement qui parfois a besoin de votre compétence dans ces régions que vous dites reculées. Si c'est votre compétence qui peut servir dans ces localités, pourquoi parfois tient-on compte, lorsqu'on est syndicaliste, de sa posture de syndicaliste? Parce que tout le monde a besoin du syndicaliste. Mais cela étant dit, lorsque vous êtes peut-être le seul dans votre domaine de compétences que l'on veut envoyer là-bas, les syndicats n'ont jamais fait opposition à ça. Ce que je veux dénoncer à travers ce que je dis, c'est qu'il est arrivé qu'après un mouvement de protestation, que des ministres décident de régler les comptes. Et donc de vous affecter sans aucune raison justifiée, de vous affecter dans un endroit qui est très éloigné, en violant ce que j'appelle les accords non écrits, qui sont quand même des accords et qui datent de longtemps. Et donc c'est là où les gens parlent à juste titre donc de mutation punitive. Et vous savez, il n'y a que le dialogue pour régler ce genre de problème. Il n'y a que le dialogue, parce que c'est ça que nous expliquons également à nos camarades et aux syndicalistes en général. Aujourd'hui, vous pouvez revendiquer ce qui a été conclu comme un accord, consacré peut-être par un test. Et pour le reste, vous négociez. Nous avons tendance à tout revendiquer. Ouais. Et ça, c'est la mauvaise manière donc, de voir son rôle de syndicaliste. On ne revendique pas tout, on négocie, on discute, et on peut obtenir beaucoup de choses en discutant et en négociant. Ce qui n'est pas consacré par un test, et que quand vous commencez donc à le présenter comme une exigence, l'autorité s'appuie sur les tests et vous applique la loi. À ce moment-là, vous ne pouvez pas dire que c'est illégal. Votre communication doit absolument changer. Ce n'est pas illégal ce qu'il a fait, parce qu'il a respecté un test qui existe, il n'a pas violé des tests qui existent, et c'est là où ça devient compliqué, le partenariat avec l'autorité, parce que... Ça prend la lutte d'un bras de fer. Ça prend la lutte d'un bras de fer. Et quand il s'agit d'interpréter les tests, habituellement, nous sommes en position de faiblesse parce que l'autorité a toute la force pour vous faire mal, parce qu'il s'agit donc de vous nuire, de vous empêcher, de vous enlever de votre confort entre griffes
Et quand vous pouvez empêcher ça par le dialogue, il vaut mieux y aller parce que le bras de fer n'est pas toujours en faveur du travailleur, surtout dans un contexte où on sait que nous avons nos problèmes, nos limites en termes d'organisation, en termes de fonctionnement dans le mouvement syndical. Lorsque vous considérez que toute exigence, toute revendication, vous n'êtes pas efficace pour vos camarades. Parce que tout ce qu'on obtient pour un militant n'est pas forcément positionné sur une plateforme revendicative. Je peux avoir simplement besoin parfois de taper à la porte de l'autorité pour lui demander un service social pour un camarade qui est en position de détresse. Et ça, vous n'allez pas l'obtenir en faisant un sit-in, en déclenchant un mouvement de grève. Vous allez l'obtenir en discutant avec l'autorité, en argumentant, en lui montrant que, et de façon tout à fait exceptionnelle, c'est une mesure. C'est une mesure qui permet à un agent d'être motivé pour faire le travail. Et là, lorsque vous n'avez pas préparé le terrain à ça, quand vous avez contribué à vicier complètement l'atmosphère entre vous et l'autorité, écoutez, quand vous tapez à sa porte, elle ne s'ouvre pas. Et quand elle ne s'ouvre pas, vous n'êtes pas utile en tant que responsable pour votre militant. Le militant a besoin d'être accompagné au quotidien dans sa vie professionnelle, dans sa vie de tous les jours, dans ses espérances en tant qu'agent, en tant que citoyen tout court. Et dans ce rôle d'accompagnement, le syndicat doit absolument faire en sorte que les conditions soient réunies pour mener à bien cette mission-là. C'est ça que nous échappe parfois, parce que nous sommes un peu trop souvent dans le syndicalisme spectacle. Et ça plaît à la foule. Hein. Ça fait qu'on vous applaudit comme un super grand leader. Oui. Mais finalement, vous êtes complètement inefficace pour ceux qui vous ont fait confiance. C'est vrai. Parce que le but n'est pas d'apparaître comme celui qui sait le mieux parler. Le but, c'est d'être utile pour ceux qui attendent de vous, que vous les aidiez. C'est vrai que tout à l'heure, on va revenir un peu sur le syndicalisme aujourd'hui et vous nous direz un peu comment ça se passe. Mais sur la question des mutations et affectations, comment est-ce que ça s'est passé de façon concrète pour cette rentrée? Et vous savez, de façon périodique, nous avons ce que nous appelons mutation nationale. D'accord. Et c'est là où on associe les syndicats dans une commission qui se réunit, qui étudie tous les dossiers et qui tranche. En année intermédiaire, donc en année qui n'est pas année de mutation nationale, l'administration gère ce qui est urgent, les cas de nécessité de service, les rapprochements de conjoints, etc., etc. Et ça, c'est sans la présence du syndicat forcément. Et donc, c'est ce qui a été fait par l'administration de nos différents ministères. Et ça a été publié déjà. Même si là, on peut, même en reconnaissant les efforts qui sont faits dans la célérité pour traiter les dossiers, il faut quand même avouer qu'on n'est pas encore en train de respecter les tests parce que les tests sont dit un mois avant la rentrée. Tous les agents doivent savoir quel est leur point de chute et donc pouvoir prendre les dispositions qu'il faut. On se plaint, il y a encore un effort à fournir. Il y a un effort à fournir parce que ça a été publié il y a moins d'une semaine. Et donc, une semaine et un mois, ce n'est pas la même chose. Mais tout le monde est satisfait, ça va? Et tout le monde n'est jamais satisfait parce qu'il y a des demandes qui n'ont pas été assez satisfaites. Et donc, tout le monde ne peut jamais être content. Oui. Mais en tant que partenaires sociaux, nous devons également accompagner l'administration publique dans l'équilibre des ressources humaines pour faire en sorte que des régions ne se retrouvent pas complètement orphelines par rapport à d'autres régions. Et là, c'est disons, la tâche ardue que nous confions souvent à nos ministères et pour lesquels nous ne les accompagnons pas comme il faut. Donc, pour revenir à votre question, il n'y a pas eu satisfaction totale, mais il n'y a pas beaucoup de plaintes non plus. Et les plaintes, on va les gérer au fur et à mesure qu'elles vont nous parvenir, en espérant que les gens vont patienter pour que l'année prochaine, qui est une année de mutation nationale, nous puissions être présents pour veiller au grain. Très bien. Sur la question des subventions des différents établissements scolaires, est-ce que le gouvernement s'est montré préoccupé par cette question et a fait des pas dans ce sens? Écoutez, je dois avouer que non. Non. Pourquoi? Non, parce que au départ, il y a eu beaucoup d'annonces pour améliorer les choses. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a 3, 4 ans, 5 ans, des écoles recevaient la subvention pratiquement en juillet ou en août. À la fin de l'année. À la fin de l'année, alors que c'est des subventions pour faire fonctionner les écoles. Donc on demande aux directeurs de se débrouiller pour trouver le matériel. Nous avons fortement espéré qu'avec le nouveau gouvernement, nous puissions avoir les subventions positionnées à temps. Ça n'a pas souvent été le cas. La seule amélioration, c'est qu'une partie des subventions
et les 2 dernières années a été positionné, je veux dire le cas a été positionné, disons, plus ou moins tôt, comparativement au passé. Mais cette année, on n'a pas encore de subvention disponible dans les classes, dans les écoles. Même si le gouvernement a annoncé que c'est déjà disponible dans les recettes et perceptions, les formalités qu'il faut faire et tout ça, font que à la rentrée de demain, il n'est pas évident que les directeurs d'école puissent disposer directement de cette subvention. Mais ils sont habitués, étant des citoyens responsables, des agents responsables, ils font en sorte que le service public ne connaisse pas de rupture. Donc, ils ont leurs astuces, leurs démarches pour faire en sorte que dans les classes, les enseignants aient le matériel, le minimum pour pouvoir démarrer effectivement. Mais étant donné que l'État tourne dans tous les sens, que ce soit sur le plan éducatif, économique, agricole et ainsi de suite, est-ce que parfois la mobilisation de ces ressources ne vient pas de façon ponctuelle, et ceci indépendamment de la volonté de l'État, compte tenu de ses moyens, parfois? Oui, c'est possible. Mais écoutez, comme j'ai l'habitude de le dire en plaisantant, ce sont les avantages d'être au gouvernement ou d'être gouvernant. Ce sont les avantages. Il faut gérer les devoirs. Moi, j'appelle ça avantage. Il faut gérer justement ce genre de choses et ne pas se cacher derrière la modicité des moyens. Parce que c'est le minimum qui est donné. Si l'État n'a pas les moyens... Parce qu'en tant que citoyen aussi, vous voyez aussi dans la marmite, même si vous n'êtes pas peut-être très proche, vous voyez aussi les conditions dans lesquelles le pays évolue. Non, on écoute le gouvernement. On ne voit pas la marmite, on écoute le gouvernement. On l'entend souvent dire que la marmite n'est pas très pleine. C'est vrai. Mais écoutez, c'est le gouvernement qui a décidé d'aller vers la subvention des écoles, d'aller vers ce qu'on a appelé ici pompeusement gratuité de l'école. Et quand vous n'avez pas les moyens de quelque chose, vous ne décidez pas de vous y engager. Le gouvernement a donc certainement les moyens. Et donner je ne sais pas, 900 000 francs à une école de 6 classes pour qu'elle fonctionne correctement avec des enfants béninois qui ont l'enseignement qu'il faut. Si ça dépasse un État, c'est qu'il faut que l'État ferme boutique. Mais c'est vrai que sur la question de la gratuité, le gouvernement actuel a décidé de réformer ça un peu. Vous avez certainement vu que toute la gratuité, par exemple, des filles de la 6e en terminale a été revue. Ce n'est plus forcément le cas, par exemple. Non, c'est toujours le cas. Ça n'a pas changé. Ce qui a un moment, il y a eu quelques... par exemple, on a lancé... Exactement. Mais c'est revenu. Et aujourd'hui... il est de plus en plus question donc de l'étendre à l'enseignement technique. Et donc, la continuité est là, même s'il y a eu quelques mesures pour, comment dire, une meilleure gestion, justement, des subventions dans les écoles. Il y a un peu plus de rigueur, il y a un peu plus... nous sommes plus ou moins disciplinés aujourd'hui, un peu plus disciplinés aujourd'hui dans notre comportement vis-à-vis des ressources de l'État. Et ça, c'est tant mieux pour les subventions. Il y a encore quelque chose qu'il faut mettre en place parce que ces subventions, pour ce qui concerne l'école primaire, se gèrent par les comptables, les comptables de circonscription scolaire. Et il est annoncé par le ministre de l'Enseignement primaire aujourd'hui que les comptables vont partir et que les directeurs vont retrouver cette attribution-là dans leur mission en tant que directeur d'école. Mais toutes les mesures n'ont pas encore été prises. Dans ce sens. Dans ce sens, parce que le directeur d'école n'est pas un financier. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses auxquelles il faut faire attention dans la gestion de fonds publics que nous craignons. En tout cas, un certain nombre de syndicats craignent aujourd'hui que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, le primaire et maternel, ne viennent en faire le gendarme dans les classes alors qu'on n'a pas été outillé. Mais lorsque aussi on sait que des directeurs d'établissement, enfin les directeurs d'établissement peuvent aussi perdre leur fonction pour avoir détourné des vivres dans des projets de cantine scolaire, on peut aussi craindre de ne pas forcément, pour ne pas gérer mal ces ressources-là, non? Avec les mesures qui sont aujourd'hui en place des finances. Je n'ai rien contre les mesures qui sont prises pour assainir les mœurs en matière donc des finances publiques. Ça, c'est tant mieux, c'est très bien pour nous tous. Mais vous évoquez la question des cantines. C'est un exemple que je donnais pour permettre de continuer. C'est un exemple qui se donne souvent, de plus en plus, quand on parle donc des enseignants, dans les écoles primaires. Et je ne vais pas dire ici, je ne vais pas avoir la langue de bois et faire l'avocat du diable et dire que tous les directeurs épinglés sont blancs. Il y a des pratiques que nous connaissons depuis des années.
Et les mesures prises par le gouvernement ont permis aujourd'hui d'avoir des comportements plus ou moins vertueux vis-à-vis donc de ces cantines-là. Mais la même question se pose aujourd'hui. Est-ce que les gens ont été suffisamment formés? Est-ce qu'on a mis en place tout ce qu'il faut en termes de conditions pour permettre aux directeurs d'éviter? Parce qu'il y a des gens qui, en toute bonne foi, se sont trompés dans les mesures. C'est vrai, ça existe. Mais les équipes qui sont parties sur le terrain ont fait preuve donc de zèle, de zèle et ont cité des gens comme étant des gens qui ont eu des actes répréhensibles alors que ça n'a pas du tout été le cas. Cela étant dit, il faut revoir la gestion des cantines. Il faut vraiment faire en sorte que... On va revenir tout à l'heure sur le projet de cantine scolaire. Mais lorsqu'on parle de la subvention des établissements scolaires, tout à l'heure vous avez dit qu'effectivement, on n'a pas encore obtenu des résultats concrets, probants pour cette rentrée. Peut-être que ça viendra à la fin de la semaine, on n'en sait rien. Oui. Mais est-ce que vous avez remarqué tout au moins une bonne foi chez le gouvernement dans ce sens? C'est-à-dire que j'ai bien envie de vous donner les ressources, même si je n'ai pas la possibilité de tout vous donner, je suis volontaire. Est-ce que vous sentez, même si vous n'avez pas encore les moyens dans la main, une bonne foi, une bonne volonté chez le gouvernement? Oui, tout à fait. Nous sentons cette bonne volonté, cette bonne foi. Écoutez, je pense que dans tout pays, tout gouvernement met tout en œuvre pour apparaître un gouvernement responsable qui respecte ses engagements. Par rapport aux subventions, je pense que nous pouvons attester qu'il y a de la bonne foi, mais on ne vit pas de bonne foi non plus. Il faut faire en sorte que les choses se concrétisent. Et de ce point de vue, c'est déjà une habitude, c'est déjà une tradition. Donc en principe, le ministère des Finances doit faire les diligences qu'il faut pour faire en sorte que dès les premiers jours de la rentrée, les gens puissent avoir le matériel pour fonctionner. Écoutez, on a aujourd'hui des fournisseurs dans toutes les circonscriptions qui connaissent un peu les rouages, qui font en sorte que les écoles puissent avoir le matériel et pouvoir payer plus tard lorsque la subvention est positionnée. Mais on ne va pas toujours faire les choses à crédit quand nous pouvons faire en sorte de les faire à temps et pour le bien de tout le monde. Donc, je demande au ministère des Finances de concrétiser cette bonne foi que nous remarquons et de faire en sorte que nous puissions dire oui, ça a été fait, nous avons constaté la bonne foi. Et elle s'est concrétisée le plus rapidement possible. Très bien. Est-ce qu'à l'occasion de la pré-rentrée jusqu'à la rentrée maintenant, les établissements scolaires se sont mis dans la danse? Est-ce que vous sentez qu'effectivement tous les acteurs sont prêts pour aller en classe le lundi? Ça, je pense qu'il faut reconnaître cela à nos ministres de tutelle et au gouvernement en général, que depuis 1 an, 2 ans maintenant, la pré-rentrée est devenue une réalité, même dans l'école publique. Ah bon? Oui, dans l'école publique. Vous circulez, vous verrez des gens qui sont là, même si tout le monde ne vient pas encore, vous avez quand même la majorité qui est présente dans les classes, les chefs d'établissement qui sont là, qui essayent de prendre les dispositions pour que le premier jour de la rentrée, les choses puissent démarrer. Avant, ce n'était pas le cas. C'est dans le privé qu'on voyait que les classes démarraient, les activités pédagogiques démarraient effectivement le premier jour de la rentrée. Et pour nous, dans le public, on prenait 1 semaine, 2 semaines, voire parfois 3, 4 semaines avant que ça ne démarre. Aujourd'hui, les parents peuvent en témoigner. Les écoles publiques, les établissements publics sont en train de se préparer. Il y a des établissements publics où aujourd'hui les enseignants ont déjà leur emploi du temps. Ah bon? Et j'ai vu déjà des directeurs d'école en train de réunir le matériel pour que dès demain, ils puissent démarrer effectivement dans les classes. Les matériels ont été distribués. Il y a déjà ce que vous appelez le premier conseil de l'année qui a déjà eu lieu, je crois, le mercredi, le jeudi dernier. Et donc, ce sont autant de choses qui viennent des mesures qui ont été prises par le gouvernement en termes de rigueur, en termes d'accompagnement. Et ça, il faut le saluer. Il faut le saluer et espérer que ça s'améliore et que ça devienne un réflexe pour nous, enseignants. Et ce réflexe, on peut l'obtenir également en motivant l'enseignant. Faire en sorte que chacun joue pleinement son rôle dans la République. Et ça, on peut l'obtenir qu'en allégeant un peu les frustrations que nous vivons dans notre chair en tant qu'enseignant. Et donc, toutes les mesures qui sont prises doivent être accompagnées par ce que j'appelle la motivation de l'enseignant en termes d'écoute, en termes de considération et en termes de
d'accompagnement matériel pour lui permettre de faire spontanément ces choses-là sans atteindre forcément une contrainte de l'autorité derrière. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient de l'utilité de la pré-rentrée, puisque courant les années précédentes, on avait peut-être l'impression que c'est une question de formalité, pré-rentrée, mais personne dans les établissements. Est-ce que tous en sont conscients aujourd'hui de l'utilité, enfin, je parle de l'utilité de la pré-rentrée? Pas tous, on a encore un travail à faire. Oui. Mais de plus en plus, ça prend. Ça prend. Et on a un travail à faire en direction des parents d'élèves aujourd'hui, qui continuent de considérer que la pré-rentrée n'est pas encore la rentrée. Si on peut faire le travail pour que les parents d'élèves sachent effectivement et que la pré-rentrée sert à préparer la rentrée, ils feront beaucoup de démarches envers les écoles et les établissements pour pouvoir faire les histoires d'inscription, les formalités et autres, pour permettre que quand l'enseignant est prêt, quand l'école est prête, quand l'établissement est prêt, que ce ne soit pas les élèves ou les apprenants qui ne soient pas présents pour avoir l'enseignement qu'il faut. Donc, de plus en plus, ça devient, ça rentre dans nos habitudes, mais de là à dire que tout le monde est conscient de ça, pas encore, on a encore du chemin à faire. L'année dernière, par exemple, le ministre Maounio Kapo est descendu sur les dans des établissements d'enseignement secondaire général et au premier jour de la rentrée déjà, où certains enseignants n'ont pas cru devoir répondre à l'appel de cette rentrée-là, il a demandé à ce qu'on lui recense le nom de ces gens-là. Enfin, il a montré une certaine rigueur et déjà le deuxième jour, on a constaté que l'année a vraiment pris. Est-ce que cette rigueur-là a eu un impact sur la qualité de l'année? Écoutez, je dois dire oui. Parce que nous, citoyens béninois, en général, on a besoin d'être disciplinés. On n'est pas forcément mauvais. Ça nous manque dans nos habitudes? Oui, je pense. Parce que on a été formaté d'une certaine façon, de mon point de vue, surtout quand il s'agit du service public. Et donc, un peu de rigueur ne nous fait pas de mal. Aujourd'hui, quand moi je vois les chefs d'établissement se battre pour garantir un résultat en fin d'année, je dis, mais il y a quand même de petits changements que l'on note. Tout le monde dit aujourd'hui au niveau de l'enseignement primaire, je ne veux pas avoir 0%. Et donc, vous avez des directeurs d'école qui sont présents en classe. Même quand ils ont des collaborateurs, ils sont présents, ils suivent ce qui se fait. Et donc, il y a un certain entrain. Et ça, c'est la rigueur qui amène ça. C'est eux qui répondront des résultats. C'est eux qui répondront. Il y a de la rigueur. Il y a de la rigueur et ça, on en a besoin. Et donc, cette rigueur a forcément un impact sur la qualité de l'année. Quand vous êtes présent en classe et que vous n'êtes pas complètement, je veux dire, pas gentil si vous n'êtes pas malade. Oui. Si vous êtes malade dans votre tête, que vous êtes enseignant présent en classe, les enfants ont la chance d'avoir forcément un petit enseignement parce que vous êtes présent. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous êtes absent. Et donc, si la peur du ministre, la peur de la descente de l'administration fait que je réponds présent en classe, c'est les enfants qui gagnent. Et donc, cette rigueur, on a besoin de la faire. Mais de la faire, non pas dans le sens du rigorisme ou de comment dire, juste montrer que l'on fait quelque chose, mais vraiment une rigueur qui est une rigueur responsable. Quand je vois que l'on donne un cahier de charge au chef d'établissement en début d'année, je dis c'est une très bonne pratique. Mais à côté de ça, il faut les accompagner. Il faut mettre en place tout ce qu'il faut. Il faut faire la formation qu'il faut pour que chacun puisse savoir quel est le rôle qu'il doit jouer et qu'après ça, on lui demande des comptes pour sa gestion. Mais est-ce que cette rigueur peut déjà aider les acteurs pour que, à partir de demain, déjà 16 septembre, que nous ayons tous les acteurs, tous les enseignants au moins qui sont obligés d'être là, si on ne compte pas forcément les honoraires, ainsi de suite, que tous les enseignants qui sont régulièrement agents de l'État soient au poste, soient en classe? Je ne dirai pas tous, je ne peux pas en jurer, mais vous verrez la majorité en classe. Et je sais que vous allez promener vos micros et vos caméras. On sera sur le terrain. Et vous verrez, les gens seront en classe parce que justement la pré-rentrée a servi à ça, à préparer un peu le terrain. Les emplois étant déjà prêts, si les apprenants sont là, vous verrez dans l'école publique, contrairement aux années précédentes, vous verrez dans l'école publique des classes qui vont être animées par des enseignants avec des apprenants. Donc les habitudes changent et en bien? Oui, en bien. De ce point de vue-là, en bien. Et il faut poursuivre sur cette lancée. Et je le répète toujours, il faut faire en sorte que cette rigueur soit une rigueur bien ressentie par l'agent. Donc ça doit être une rigueur partagée, une rigueur que l'on s'applique d'abord à soi-même en tant que gestionnaire de l'école, en tant que gouvernant du système éducatif. Et ensuite, vous allez voir que quand vous l'appliquez aux autres, ils l'acceptent plus facilement. Et donc, si cette rigueur peut s'accompagner des conditions minimales matérielles pour l'enseignant
vous allez voir que nous ferons forcément un bon qualitatif. Je vois beaucoup de personnes, on se réjouit, surtout les autorités se réjouissent des pourcentages que nous avons eus aux derniers examens. Je dis, quand on fait une comparaison, oui, on peut applaudir, mais je pense que nous devons applaudir plutôt timidement. Plutôt timidement parce que... Pourquoi? Oui, écoutez, un examen qui donne 50% et tout le monde sourit jusqu'aux oreilles, ça n'a pas de sens dans un pays. Un examen qui donne 50%, ça veut dire que sur 100 candidats, 50 ont échoué. 50 ont échoué. Un taux d'échec de 50%, dans quel pays doit-on s'en réjouir quand on est dirigeant et quand on est gouvernant? Et pourtant, les gens ont dit que c'était déjà trop et que c'était politique. Non, c'est pas non. Vous avez entendu ça? Non, qui a dit ça? Que le résultat est politique? Vous n'avez pas entendu ça? Je n'ai pas entendu ça. Mais ce que moi j'ai vu, c'est un triomphalisme développé par les différentes autorités, notamment au niveau politique, où on a dit, ouais, ce sont les rigueurs du gouvernement qui ont permis d'avoir ça. Et là, on a mis complètement de côté l'effort fait par chaque enseignant dans sa classe, dans son coin. Je dis, oui, d'accord, réjouissons-nous, mais réjouissons-nous pendant de courtes minutes. Et ensuite, comprenons que nous avons encore du chemin à faire pour atteindre... Parce qu'on peut faire mieux. On doit faire mieux. Ailleurs, le bac, c'est 80%, c'est 90%. Comment peut-on permettre que dans une république, des enfants, 50 enfants sur 100 échouent? Ça veut dire que nous avons encore des problèmes dans le système éducatif et qu'on doit absolument discuter pour trouver les mesures qu'il faut pour atteindre, pour améliorer ces performances-là. Donc, se réjouir, d'accord, mais on peut faire mieux. Tout comme vous, le gouvernement du président Patrice Talon est conscient que le système éducatif contient en lui des écueils, des choses à régler, et notamment, par exemple, la qualité des enseignants. Et je l'ai dit dans mon introduction, on a évalué pendant ces vacances les enseignants. D'abord, les aspirants au métier d'enseignant, c'était le 14 août dernier, et le 24, les enseignants reversés en agent contractuel de l'État en 2008. Et puis le 7 septembre, la session de remplacement pour les absents à la session du 24, notamment encore des ACE 2008. Cette évaluation-là, est-ce que vous pensez que c'était vraiment important pour que nous puissions évoluer en matière de notre système éducatif? Écoutez, je vais être franc avec vous. Oui. C'est important. Peut-être que moi, si j'avais décidé, je n'aurais pas mis ça comme priorité. Mais chacun est libre de ses choix également. Et chaque gouvernement a sa politique. À sa politique, c'est important. C'est important parce que vous savez, le lien entre la qualité de l'enseignement et la qualité de l'enseignant est indéniable. Personne ne peut dire aujourd'hui que lorsque l'enseignant est mauvais, il peut faire un apprentissage, les enfants peuvent faire un apprentissage correct. Donc, un gouvernement qui décide de s'occuper de cet aspect donc, de notre système éducatif, de nos problèmes au niveau de l'enseignement, on ne peut pas lui en vouloir a priori. La réticence est née de ce qu'on va faire des résultats. Je crois que c'est parti de là en fait. Oui. Et c'est dû également à la crise de confiance entre partenaires sociaux que nous sommes, gouvernement et syndicats. C'est une crise de confiance. Et la question se posait, pourquoi cette absence de confiance? Et ça date de longtemps. Vous savez, nous avons dans notre pays le dispositif qu'il faut pour avoir un dialogue social de qualité. Mais c'est le jeu des acteurs, comme je le dis, le jeu des acteurs est détestable. Et quand je dis le jeu des acteurs, je regarde tout le monde, y compris nous. Le jeu des acteurs fait que la crise de confiance, s'accroît chaque jour davantage parce qu'il y a le non-respect des engagements des deux côtés. Oui. Parfois, il y a le minimum de courtoisie que nous devons avoir qui fait que il n'y a aucun plaisir à aller s'asseoir pour discuter, à se rencontrer pour discuter. Il y a la formulation des revendications qui n'est pas toujours pertinente. Il y a un certain nombre de choses qui fait que, à un moment donné, le gouvernement ne croit pas dans la bonne foi des acteurs que nous sommes, et nous encore moins dans la bonne foi du gouvernement, parce que la plupart du temps, vous avez une surenchère d'un côté, vous avez un refus d'écoute de l'autre. Donc, c'est dû à ça. Et ça a impacté le débat sur la question de l'évaluation. Parce que tout le monde reconnaît que dans nos rangs, il y a des problèmes. Je ne parle pas seulement des contractuels reversés. Hein. Dans le rang de tous les enseignants en général, on a des problèmes. On a des lacunes, on a il
Il y a des remises à niveau qui doivent se faire pour tout le monde. Les gens connaissent le savoir, mais ont des difficultés à le transmettre. Par exemple. Des problèmes sur le plan pédagogique. Par exemple, ou parfois, c'est même le savoir qui pose problème. Oui. Donc, le gouvernement a décidé de faire cette évaluation. Et en tant que citoyens, en tant qu'acteurs sociaux, nous avons posé les conditions pour que les enseignants puissent y participer. Et je me souviens que à cette séance, nous étions 7 confédérations et que toutes les 7 confédérations ont donné acte au gouvernement d'aller vers cette évaluation, mais en prenant les précautions qu'il faut pour que ça ne débouche pas sur des situations de chômage. Écoutez, nous sommes sortis de là et nos guégués habituels ont commencé, le clientélisme habituel syndical a commencé. C'est-à-dire, très exactement, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, quand nous sommes sortis, vous avez vu les communications qui ont eu lieu. Certains ont dit, oui, c'est nous seuls qui avons dit non à l'évaluation, alors qu'ils n'ont jamais dit non. Et donc, la propagande a commencé et on a floué des enseignants, on a trompé des enseignants, on a vu des acteurs syndicaux majeurs et avoir un discours public qui appelait au boycott, mais appeler leurs parents proches à aller composer en sourdine. Ça n'est pas le syndicalisme responsable. Et donc, c'est ça qui a fait que... Juste pour des questions d'intérêt, ça? Ou juste par égoïsme? C'est quoi exactement? Ça avec quel nom? Écoutez, vous ne pouvez pas savoir ce que la guerre de leadership entre les syndicats crée comme dommage dans le monde des travailleurs au Bénin. C'est tout, hein? Toute l'explication est là. Parce que lorsque nous sommes sortis du Palais de la République, nous avons obtenu que les syndicats soient dans le comité qui va préparer l'évaluation. Les évaluations, oui. Et le gouvernement a cédé à cette demande et a demandé à toutes les confédérations d'envoyer leurs représentants. Ils étaient 7. 7 confédérations, 7 représentants dans le comité. Ça veut dire que c'est une suite logique aux discussions que nous avons eues au Palais. Oui. Des gens ont répondu présents à la première séance du comité et après ils ont reçu les injonctions d'un parti politique pour dire n'y allez plus. Et donc, ça a commencé à partir de là. Nous, on n'y est pas parce que nous, on a refusé, on ne va pas faire l'évaluation. Et on demandait aux gens... Alors qu'ils avaient donné leur accord de principe au début. De principe au départ. Et ce faisant, qu'est-ce que ça fait? On organise une campagne de mensonges pour demander aux gens de boycotter l'évaluation sans prendre les précautions qu'il faut. Écoutez, tout le monde aurait pu demander de boycotter l'évaluation. Par manque de confiance dans le gouvernement. Mais le syndicalisme responsable nous recommande, en tant que leader parfois, de préserver même nos militants contre leur volonté. Ça, c'est important. Pour défendre leurs intérêts. Pour défendre leurs intérêts. Pour des syndicalistes qui ont laissé un gouvernement avoir un plan B en ayant une base de données, donc un recours éventuel, avec des enseignants qui sont allés composer, qui sont entrés dans une base de données qui est disponible. Vous ne regardez pas ça, vous demandez à des agents de boycotter une évaluation. Alors que le combat aurait dû être de nous entendre pour obliger le gouvernement à respecter les engagements qu'il a pris par rapport à cette évaluation. Et on a perdu du temps. Heureusement, les enseignants ont compris en général et donc cette évaluation a eu lieu. Par la suite, ceux qui sont laissés fouvoyer ont demandé à leur confédération de plaider. Et nous avons plaidé et nous avons obtenu à nouveau que la session des malades soit ouverte à tous ceux qui souhaitent se rattraper. Et ça a été fait. Aujourd'hui, nous avons une portion congrue de personnes qui ont refusé d'aller composer. Et donc, ils doivent se tourner vers les acteurs du syndicat qui leur ont demandé de boycotter et pour pouvoir peut-être nourrir leur famille. Le salaire est individuel, se gagne individuellement, mais le salaire appartient à toute la famille. Et donc, une décision que vous prenez par rapport au salaire, vous devez la prendre ensemble avec votre famille, quand vous êtes responsable. Et donc, nous avons fait en sorte de préserver les intérêts de nos camarades qui ont compris. Et ceux qui se sont ravisés après, qui sont venus de faire leur mea culpa, on les a aidés également à les composer. Nous espérons que le gouvernement va donner rapidement les résultats et que ce qui a été convenu va être fait pour que l'évaluation serve effectivement à améliorer la qualité de l'enseignement, pas la qualité de l'enseignant. Et si on peut obtenir ça, je ne vois pas le citoyen normal, responsable, qui peut s'opposer à ça, si tant est que le gouvernement veut faire en sorte que nos enfants aient un apprentissage beaucoup plus intéressant.
Mais est-ce que ça ne vous a pas fragilisé tout de même, ce fait-là, ce qui s'est produit entre les 6 autres syndicats, enfin, les 6 autres centrales et confédérations, et puis la CSTB, puisqu'il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La CSTB a dit non, on n'y va plus. Alors que, à vous entendre, la CSTB était d'accord au début. Est-ce que ça ne vous a pas fragilisé? Est-ce que vous êtes bien vu jusqu'à aujourd'hui? À la CSA, par exemple. Non, ça ne nous a pas du tout fragilisé au niveau de la confédération. Parce que entre la CSA Bénin et la CSTB, ça va bien, par exemple? Non, écoutez, on est bien obligé, on sait où se retrouver quand les intérêts concordent. Mais il faut avouer, et je dois le reconnaître avec vous, que oui, la pratique syndicale aujourd'hui que nous avons dans le pays ne fait pas du bien au mouvement syndical. Ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, quand je me présente comme syndicat, devant les militants, devant les travailleurs en général, il n'y a pas la confiance qu'il faut. La preuve, c'est que nous avons un problème de mobilisation. Notre capacité de mobilisation en tant que confédération aujourd'hui, au niveau des 7 confédérations, est un problème. Vous donnez des mots d'ordre qui ne sont peut-être pas suivis, qui sont pas des contestations. Et donc, ça ne date pas de maintenant. C'est un héritage du mouvement syndical tel que nous l'avons toujours mené dans le pays. Et il est temps qu'on revoie les choses. Il est temps parce que ce qui nous arrive, j'ai l'habitude de le dire, ce qui nous arrive dans le mouvement syndical aujourd'hui, en termes donc de restriction de nos libertés, de notre marge de manœuvre, dépend essentiellement de la manière dont nous fonctionnons. La gouvernance actuelle nous révèle nos limites. Et si on est malin, intelligent, on doit transformer ça en une opportunité pour revoir nos pratiques à l'interne et faire en sorte que nous retrouvions la confiance de nos mandants, que nous revoyions un peu nos démarches, nos stratégies, pour apparaître désormais comme des gens responsables. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Mais nous le faisons à l'interne, en tout cas au niveau de ma confédération. Ah, quelque chose bouge. Ah bon? Il faut être là pour le constater. Nous le faisons. C'est un travail de longue haleine. Quand Anselme Amoussou parle, les syndiqués, ils suivent? De plus en plus, parce que, vous savez, quand vous avez été habitué à quelque chose pendant des années, c'est difficile de changer les mentalités. Mais j'ai l'habitude de le dire, la bourse du travail a également besoin de réformes. Nous devons réformer le mouvement syndical. Et on doit revenir à un syndicalisme réaliste, qui tienne compte du contexte. Imaginez, on a fait croire aux travailleurs, aux syndicalistes, aux militants que une confédération forte peut tirer sa force de nulle part. Oui. Alors que ce sont les syndicats de base forts qui font une confédération forte. Si j'ai 10 syndicats de base affiliés et que je ne peux compter que sur 2, je ne peux pas être fort. Si j'ai 10 syndicats de base affiliés et que lorsque je donne un mot d'ordre, ils ne se sentent pas concernés par mon mot d'ordre, à quoi ça sert de continuer à avancer dans le mur au lieu de s'arrêter pour discuter avec les 10 de façon à avoir le consensus qui permet de se préparer mieux. C'est ce que nous faisons tous les jours. Nous sommes aujourd'hui très proches de nos militants, une politique de proximité. Dès qu'on est venu d'ailleurs, on a eu un plan quinquennal, c'est ça que nous sommes en train de suivre aujourd'hui et nous le suivons. Au niveau de la CSA Bénin, nous savons très bien que nous ferons face à des malentendus, à des incompréhensions, mais nous avons la vision chevillée au corps que on doit faire les choses autrement. Parce que si on continue de faire comme avant, imaginez par exemple, vous allez... L'année dernière, vous avez levé par exemple la motion de grève, mais des syndiqués ou des syndicats de base ont contesté cela. Ouais. Il y en a eu combien? Vous n'en verrez pas au niveau de la CSA Bénin. Pas du tout. Vous n'en verrez pas au niveau de la CSA Bénin. Si vous en avez, dites-moi. Parce que la démarche a été une démarche responsable. Ils ont compris Non, ce n'est pas qu'ils ont compris, ils ont décidé. C'est eux qui ont décidé. Parce que pour lever la motion, pour faire la suspension de la motion, nous avons réuni tous les acteurs concernés. On a fait obligation à chacun de se lever et de dire, dans un raisonnement, quelle est la position de son syndicat de base. Et largement, pour ne pas dire presque à l'unanimité, la décision a été prise donc de faire la suspension. Ce qu'on nous a demandé, c'était d'attendre de le faire avec toutes les autres confédérations. Et nous avons entendu comme il y avait du dilatoire. Parce que là également, cette grève a été fortement teintée par notre guerre de leadership. Les gens voulaient apparaître comme les meilleurs défenseurs des travailleurs et n'ont pas voulu, de façon responsable, affronter la réalité avec les militants. Si je suis un leader et que j'ai peur de mes militants lorsque je suis dans une démarche responsable et juste, je ne mérite pas d'être à ma place. Et donc, moi, j'ai refusé d'être ce genre de leader
qui s'abaisse, qui se met au niveau de la base pour l'accompagner dans les dérives, dans le fouvoiement, mais d'être le leader qui doit normalement tirer la base vers lui pour voir de la même manière et comprendre les choses qu'il faut. Mais ça va si prendre du temps. Ainsi, et que vous semblez même très conscient de ce qu'il faut faire, pourquoi vous ne faites aucun effort pour vous entendre entre vous, je vais dire, confédération ou centrale syndicale? Puisque vous êtes très conscient des mots qui minent votre secteur, on va dire, le syndicalisme. Pourquoi vous ne vous entendez pas? Pourquoi vous dites qu'on ne s'entend pas? Cette question me gêne parfois parce que... Mais vous parlez parfois ridicule devant le gouvernement qui vous voit et vous venez devant le gouvernement parfois en rang dispersé. Non, pas en rang dispersé. Vous venez toujours au moins 6 ensemble. Oui. Alors, 6 sur 7 pour vous, ce n'est pas s'entendre. Mais ça ne traduit pas quand même un malaise. Il n'y a aucun malaise. Il n'y a aucun malaise. Le malaise doit être dans le camp de ceux qui refusent de voir la réalité en face. Parce que même la seule centrale qui manque peut jouer les trous faits. Oui, ça a donné quoi? Vous avez la seule centrale qui manque. Récemment, a lancé une motion de grève de 24 heures. Non suivi pas même les signataires de la motion. C'est ça le syndicalisme que nous voulons. Si les actes que nous posons tous les jours doivent enfoncer notre image, ça n'a aucun sens. Donc, à partir du moment où il y a 6 centrales, nous avons nos problèmes, hein, c'est vrai, nous avons nos problèmes de compréhension, d'entente, mais nous, au moins, nous sentons qu'il y a l'effort de faire les choses ensemble, parce que nous avons compris que l'unité d'action seule peut nous permettre de faire face à tout gouvernement, quelle que soit sa qualité, demain, aujourd'hui et demain. Et donc, si nous réalisons cette unité d'action, vous verrez que même les lois qui sont prises aujourd'hui, que nous contestons, qui nous dérangent, qui nous mettent dans l'inconfort, sont des lois qui peuvent être relues si nous avons la démarche qu'il faut et l'unité d'action qu'il faut. Et nous avons rencontré, par exemple, les 6 centrales ont rencontré dernièrement le président de l'Assemblée nationale, où nous avons demandé au président de l'Assemblée nationale d'établir avec nous un partenariat. Un partenariat qui nous permette d'avoir notre mot à dire sur les lois à caractère social. Des lois qui vous concernent. Qui nous concernent et qui concernent les citoyens en général, qui ont un fort relance social, sont des lois sur lesquelles nous pouvons donner notre avis pour améliorer, pour corriger, pour éviter. Ça également, c'est de l'action syndicale. Mais on nous a appris tout le temps dans ce pays que lorsque vous rencontrez un politique pour discuter, un décideur pour discuter, que vous n'êtes pas dans l'action syndicale. Que l'action syndicale doit consister à dire simplement non, 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 non. Et comme c'est une vieille habitude, la démarche nouvelle apparaît vraiment nouvelle aux yeux des gens. Et c'est à nous d'avoir la communication qu'il faut pour expliquer, pour nous faire comprendre, pour convaincre les gens qu'il faut aller de l'avant. Imaginez, la loi sur la grève est venue de la loi, est venue d'un problème au niveau du secteur de la santé. Un citoyen qui a vécu dans sa chair durement une grève parce qu'il a été frappé dans sa famille et qui se retrouve en position de décision et qui pense que la seule manière de nous faire entendre raison, nous syndicalistes, c'est de nous cantonner dans ce qui a été fait là. Qu'est-ce que vous faites dans ces conditions quand vous êtes responsable? Non seulement vous vous préparez pour avoir la force qu'il faut pour le combattre dans un syndicalisme classique, mais en même temps, vous devez travailler pour que l'image qu'il a du syndicat change dans sa tête. Pour qu'il puisse se dire un jour... l'union. J'ai posé tout à l'heure la question. Pour qu'il puisse se dire un jour... Pour qu'il puisse se dire un jour... utopique, c'est irréaliste de vous unir entre centrales syndicales? Je ne comprends pas votre question parce que nous sommes plus ou moins unis aujourd'hui. Mais vous prétendez défendre les travailleurs béninois. Nous sommes 6 ensemble. Des travailleurs qui n'ont aucune couleur régionale, religieuse, ainsi de suite. Est-ce que le simple fait que le dénominateur commun soit travailleur, ça ne vous impose pas de vous entendre? Ça devrait. Mais lorsque je suis un syndicat et que je reçois des injonctions d'un parti politique, qui a des aspirations politiques, qui a des combats politiques, vous comprenez très bien que ça va être difficile, que vous puissiez exercer votre autonomie dans le sens d'être simplement au service des travailleurs. Quels sont les partis qui manipulent les syndicats? Écoutez, vous les connaissez tous, vous êtes journalistes. Citez-les nous quand même. Non, il n'y a qu'un syndicat, il n'y a qu'un parti. Oui, lequel? Il n'y a qu'un parti. Il y a un syndicat, une confédération qui se reconnaît ouvertement organe de marche d'un parti politique. Lequel? Vous le connaissez. Politique, le Parti communiste du Bénin? Ben, vous le connaissez. Non, et donc, lorsque le combat syndical peut être différent complètement du combat politique, vous le savez bien. Si le combat syndical se confond avec le combat politique, vous êtes d'accord avec moi que les intérêts peuvent complètement diverger. C'est ça. En tant que syndicaliste, je peux être politique, mais je n'ai pas le droit d'être partisan. Parce que dans la CSA Bénin, j'ai des gens de l'opposition
j'ai des gens de la mouvance, j'ai les neutres. Si je deviens partisan, mon discours est biaisé. Même si je suis dans l'objectivité, un cas ou un autre va penser que je le dis par ma position politique partisane. Donc, c'est être responsable que de ne pas montrer que l'on est partisan. On peut avoir des alliances stratégiques ponctuelles avec un politique. Moi, je vous ai dit, moi j'étais en Turquie. Nous étions tous en Turquie. Nous avons vu un congrès de confédération. La présence du président de la République qui est venu faire une communication. Le lendemain, ce sont des politiques de l'opposition qui sont venus prendre des engagements pour dire, monsieur les travailleurs, sur tel aspect de vos revendications, je me battrai à l'Assemblée pour. Ça, c'est du syndicalisme moderne. On peut atteindre ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ont sacrifié les intérêts des travailleurs, mais ils ont pu avoir le dialogue social qu'il faut, le partenariat ponctuel qu'il faut pour pouvoir régler les problèmes. Je suis un décideur. Vous me considérez comme un ennemi. Vous ne discutez pas avec moi. Et je vous regarde comme quelqu'un qui ne peut jamais être raisonnable. Je vais prendre les mesures pour vous empêcher de me nuire. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. La loi sur la grève, c'est pas pertinent. Mais des gens ont pensé que... vos pratiques. De nos pratiques, en partie, c'est vrai. Et je le reconnais que ça débouche de nos pratiques. Quelle est notre pratique de la grève? Mais est-ce que ça ne suscite pas aussi, ça ne pose pas le problème de la formation syndicale? Est-ce que tout le monde devrait se dire, moi je veux être secrétaire général de tel syndicat ou de telle centrale syndicale? Je suis d'accord. Vous mettez le doigt sur une de nos plaies. Oui. Une de nos plaies qui est à vif et qui est béante aujourd'hui, qui est même purulente. Le problème de la formation. On s'improvise syndicaliste, secrétaire général, et vous savez finalement, vous pouvez avoir 1000 syndicats, mais au final, c'est que vous avez 1000 SG. 1000 SG qui ne peuvent pas mobiliser 10 personnes. Ça fait que, finalement, en tant que confédération aujourd'hui, regardez la dernière grève de l'année dernière. Nous avons 7 confédérations dans le pays, n'est-ce pas? Les 7 confédérations qui sont des fêtières, signent une motion de grève, ensemble. Bien sûr. La conséquence logique, c'est que le pays doit être paralysé. Vrai ou faux? Est-ce que la grève de l'année dernière a paralysé le pays? On a réussi qu'à paralyser l'enseignement, dans une bonne mesure, la santé. Oui. Et nous sommes des confédérations. Ça veut dire que nous avons encore un problème vis-à-vis de nos militants à la base, qui peuvent venir parler en tant que SG, mais qui n'ont rien derrière, qui ne respectent pas la démocratie interne, qui ne font pas les congrès, qui ne font pas les réunions de bureau, qui sont eux-mêmes en position de faiblesse vis-à-vis de leur propre base militante, mais qui veulent avoir des résultats par la magie de la Confédération. La grève de l'année dernière nous a montré que nous devons revoir nos pratiques, revoir le fonctionnement à l'interne. Et c'est à ça que s'attelle aujourd'hui la CSA Bénin et un certain nombre de confédérations. Si on n'a pas compris ça, c'est qu'on ne doit pas siéger à la bourse du travail. Puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'évaluation des ACE, et c'est ça justement qui nous a permis de faire une autopsie du monde syndical béninois. Est-ce que justement cette évaluation maintenant, sur les 7 centrales syndicales, tout le monde est finalement d'accord à l'arrivée que c'était utile, c'était bon? Écoutez, vous avez, je crois, moins de 500 personnes, je crois, qui n'ont pas composé. Donc vous pouvez faire le bilan. Nous avons demandé aux gens d'aller composer. La majorité allait composer. Ça veut dire que de plus en plus aujourd'hui, comme je le disais, les travailleurs ont commencé à comprendre que la forme de syndicalisme doit changer et qu'il y a des gens qui les utilisent simplement parfois, et souvent pour d'autres causes que la cause de leurs revendications. Et voilà, ils viennent de nous donner un bel exemple. Un bel exemple. Les mêmes personnes qui leur ont demandé donc de ne pas aller composer, aujourd'hui viennent demander au gouvernement pardon, il faut pas sévir. Et donc, quelle est cette forme d'irresponsabilité qu'il faut développer à la tête d'une organisation pour laquelle les gens ont confiance en vous, croient en vous parce que vous êtes un leader d'opinion. Donc, l'unité d'action, elle est indispensable pour nous. Parce qu'il est clair aujourd'hui qu'une seule confédération ne peut pas aujourd'hui porter avec efficacité les revendications des travailleurs. Mais nous devons travailler ensemble. Et travailler ensemble, ça demande un certain nombre de concessions que nous devons pouvoir faire individuellement. Parce que ce que nous essayons de construire assis aujourd'hui doit survivre à nos petites personnes. Parce qu'habituellement, ce sont les relations entre les leaders qui déterminaient donc les unités d'action. Ce n'est pas normal. Ça doit être des relations entre les organisations. Nous essayons de faire en sorte que nos différentes structures, les fédérations de l'éducation au niveau de la CSA Bénin doivent s'unir avec l'ensemble des fédérations de l'éducation au niveau des autres
pour que lorsqu'il y a des problèmes sectoriels, les confédérations puissent laisser les acteurs du secteur gérer. Même s'il doit y avoir une grève, c'est les enseignants qui doivent faire leur grève, accompagnés par les confédérations. Il ne s'agit pas de prendre leur place. C'est ce que nous avons toujours fait. Il faut que ça change. Parce que nous sommes dans le clientélisme. Les enseignants sont les plus nombreux à la fonction publique. Et dans la perspective des élections professionnelles, tout le monde veut être ami des enseignants. Tout le monde veut être ami des agents de santé. Et donc, tout le monde est prêt à leur dire tout et n'importe quoi, y compris des choses qui sont complètement subjectives, de façon à les garder comme électeurs potentiels. Si vous avez cette crainte-là en tant que leader, vous êtes un mauvais leader. Moi, il y a longtemps que je n'ai plus cette crainte en tant que CG de la CSA Bénin. Et les militants au niveau de la CSA Bénin ont commencé à comprendre. Aujourd'hui, nous avons nos canaux de communication. Donc, ceux que vous voyez bavarder à longueur de journée sur WhatsApp et autres ne sont pas les leaders de la CSA Bénin, les militants de la CSA Bénin. Donc, nous n'avons aucun problème. Nous savons que nous avons encore une marge à couvrir pour atteindre l'objectif final. Et nous essayons de travailler tous les jours pour y aller. Mais lorsque vous peignez ce tableau-là, peut-être de façon objective ou encore à votre manière, du syndicalisme, ça fait que parfois on estime que vous êtes à la solde du pouvoir ou que vous êtes acheté. Sur la question même de l'évaluation des enseignants, lorsque les 6 centrales ont appelé les enseignants à les composer, à accepter, se faire évaluer, quitte à attendre le respect de la parole donnée par l'autorité, on a lu sur certains réseaux sociaux qu'effectivement vous êtes à la solde du pouvoir, que vous avez été acheté. Vous prenez de l'argent ou pas de l'exécutif? Et vous vous en prenez parce qu'on entend dire ça également des journalistes. Et j'entends dire ça des journalistes de télé. Ah, bon? Oui, c'est des gens du pouvoir, c'est l'organe du pouvoir. Vous entendez ça de télé? Vous ne l'entendez jamais? Vous voyez, non, laissez tomber. Juste pour dire ceci, mon cher ami, juste pour dire que... vous avez pris un exemple qui n'existe pas, alors que moi, je me suis basé sur un fait réel. Vous pensez que ça n'existe pas? Personne ne vous a jamais dit que ETL est considéré comme un organe du pouvoir qui prend de l'argent au pouvoir et donc qui dit que le pouvoir est beau et tout beau. On l'entend. Et on l'entend. Même je vois des journalistes parfois qui ont une position aujourd'hui, qui ont une position qui a évolué demain. Et entre aujourd'hui et demain, on dit ils sont de l'opposition ou bien ils sont de la mouvance. Juste pour dire que c'est dans l'air du temps au Bénin. Vous comprenez? C'est dans l'air du temps. Malheureusement, c'est colporté par des gens qui devraient être normalement responsables, qui parfois sont même du milieu syndical. Et donc, moi, je ne peux pas en vouloir aux militants lorsqu'ils le répètent, lorsqu'ils le relèvent, étant entendu que c'est des gens responsables, mais finalement irresponsables, qui leur ont dit et en qui ils croient. Et quel est comment on dit ça? Le baromètre? Le baromètre, merci. Quel est le baromètre pour apprécier la proximité ou la distance entre un syndicat et un pouvoir? J'entends les politiques dire, j'entends les citoyens dire des politiques aujourd'hui, ah oui, lui là, il est déjà vendu, il est déjà acheté, parce que vous avez une position que vous jugez être votre avis, objectif selon vous. Il faut qu'on sorte de là. Et c'est ça justement, c'est cette crainte d'être tassé de ci ou de ça qui paralyse, qui tétanise certains parmi nous. Et qui fait que finalement, au lieu d'avancer de façon responsable et ouverte sur des chantiers, on est là à tergiverser. Moi, je ne tergiverse pas. Je laisse les gens bavarder, dire ce qu'ils pensent. J'ai l'habitude de dire que chacun a sa conscience qu'il regarde. Vous savez? Et si aujourd'hui, moi, le président Talon m'invite, même si c'est à 0 heure, pour discuter d'un problème qui concerne des militants que je peux gérer, je répondrai sans état d'âme. Parce que je n'ai pas cette crainte et cette peur. Vitrioler après. Ça n'a aucun sens pour moi. Si demain, regardez par exemple, on a évoqué le cas du capitaine Trépo. Est-ce que vous savez qu'à la date d'aujourd'hui, ça n'a pas encore été réglé? Que le capitaine Trépo, on va vers la rentrée maintenant. On ne sait pas comment il fait vivre sa famille. Et que dans le mouvement syndical aujourd'hui, nous n'avons pas fait plus de solidarité. Cette question. Et que nous aurions pu, par exemple, déclencher un mouvement de grève. La grève de 2018 aurait pu être uniquement pour régler le problème du capitaine Trépo. Et si on avait réussi, imaginez le symbole que cela aurait été pour un pouvoir. Sur des questions de principe, de liberté. Donc ça revient encore à la formulation des donc ça peut vous dire, vous pensez que si moi, aujourd'hui, le gouvernement m'appelle à n'importe quel pour dire, ben, le problème du capitaine Trépo, on vient en discuter, je vais dire non, mais si je viens maintenant, on va dire que je suis vendu, j'irai pour répondre.
D'accord. Donc, c'est pour répondre à votre question. Dernière chose, oui, sur ce registre-là. J'ai déjà entendu dans ce pays, Azoua Gaston vendu. J'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu, comment il s'appelle, Chadare Noël, Todjinou, Lokosu Dieudonné. Ils ont pris des millions, des milliards. À chaque fois, ça revient. Donc, j'aurais aimé plutôt que vous, leader d'opinion, que vous ne relayez même plus ces genres de questions. Parce que ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Je vous ai relancé la question en parlant de e-télé. C'était juste pour vous montrer le mal, comme la profondeur du mal. C'est béninois. Et c'est entretenu par l'élite, c'est entretenu par tout le monde. C'est devenu donc une monnaie courante. C'est triste pour notre pays. Et si ça en arrive à paralyser des leaders d'opinion, des responsables, des autorités, des acteurs sociaux, c'est qu'on est mal parti. On ne pourra plus jamais rien régler dans ce pays. Et donc moi, je vous réponds finalement, non, je n'ai pas encore pris de l'argent. D'accord, pas encore. Bon, oui, je vous réponds pas encore. D'accord. Le jour où je le prendrai, je vous répondrai que j'en ai pris. Sincèrement, hein? Je vous le dirai, demandez à ceux qui me connaissent, je vous dirai que j'en ai pris. Que vous regardez à la télévision. Oui. Et vous entendez à la radio. Oui, bien entendu. D'accord. Parce que la plupart du temps, c'est ceux qui vous disent ça, c'est eux qui l'ont pris. On a déjà vu en 2014. Ceux qui disent, ceux qui trouvent les vendus, les achetés, la plupart du temps, on les a vus en 2014, reconnaître ouvertement qu'ils sont allés prendre de l'argent chez un ministre et finalement tenter d'expliquer que c'était pour le compte d'une activité politique. Donc je me souviens très bien, nous étions à l'Infosec en pleine négociation, vous vous souvenez également, où un SG de confédération a été comment dire, remis à sa place par un ministre pour dire, mais dis à tout le monde ce que tu venais faire chez moi, telle date, avec telle personne. Donc les gens sont mal placés pour donner ce genre d'arguments. Et c'est quand on manque d'arguments qu'on a recours à ce type de coup bas. Pour clore ce chapitre, est-ce que l'espoir est permis sur le monde syndical? Est-ce qu'on peut avoir un syndicalisme moderne comme vous l'avez souhaité tout à l'heure? Ça peut arriver? Ça doit arriver, ça va arriver. Quand moi je regarde, écoutez, j'ai dit que c'est un travail de longue haleine. Oui. Nous, on s'y est engagés au niveau de ma confédération. Et je vois d'autres confédérations également faire cet effort-là. Mais vous verrez. Vous verrez. Et pour ça, on a besoin d'être accompagné par l'administration publique, les employés en général. De quelle manière? Lorsque moi je prône un syndicalisme de discussion, d'arguments, et que je n'ai pas de résultat, j'aurai du mal à convaincre les militants d'accompagner cela. On a donc besoin que le gouvernement ait l'oreille qu'il faut, l'écoute qu'il faut, la main qu'il faut pour nous aider à régler les problèmes dans le dialogue. On n'a pas besoin de tout régler. Et nous ne voulons pas qu'on règle tout. Ce serait utopique de notre part. Mais parfois, il suffit simplement de votre attitude en tant qu'autorité, de la considération que vous donnez à l'autre, de l'écoute que vous avez vis-à-vis de ces problèmes pour le calmer. Le militant ne demande pas forcément qu'on lui règle son problème, mais qu'il ait le sentiment qu'il a la considération qu'il faut, qu'il peut se sentir citoyen à part entière et faire le service public comme il faut. Vous avez parlé d'écoute, de discussion, de dialogue. Depuis la semaine dernière, vous êtes en pourparlers avec le gouvernement qui a délégué ses ministres, notamment qui échangent avec vous. Est-ce que ça promet? Vous discutez de quoi exactement? Oui, ça promet. La première journée de négociation, nous avons parlé essentiellement des préparatifs de la rentrée et des différentes mesures qui ont été prises par le pouvoir. Oui. Et puis, je crois, le jeudi dernier, nous avons à nouveau rencontré le gouvernement qui est venu nous présenter un peu les solutions qu'il nous propose par rapport aux urgences que nous avons évoquées. Et vous connaissez les urgences, c'est les problèmes de carrière, c'est les problèmes de contrat, de salaire, de paiement, de pension. Et la journée du jeudi dernier est une journée qui donne beaucoup d'espoir sur la suite. Si le gouvernement reste dans le même registre, avec la même logique, nous pouvons espérer que, enfin, le nouveau type de dialogue social que nous souhaitons est en train de venir. Parce que on a vu le jeudi dernier qu'il y a eu un travail de préparation de la séance. Le Conseil des ministres s'est penché effectivement sur les préoccupations et a essayé donc de proposer des mesures. Ce sont ces mesures qu'on est venu nous exposer et nous avons opiné là-dessus, donné nos avis. Plus ou moins, beaucoup plus que moins aujourd'hui. Oui. Parce que avant, on n'avait vraiment pas de réponse. C'était le dilatoire habituel.
Et le jeudi dernier, nous avons eu des réponses concrètes, des propositions concrètes que nous avons essayé donc d'améliorer et qui vont être mises en œuvre très rapidement. En tout cas, nous l'espérons, nous l'avons demandé au gouvernement. Et donc, cette session de négociation que nous avons demandé, c'est nous qui l'avons demandé en tant que confédération. Ce sont les 6 confédérations qui ont écrit au gouvernement pour demander cette session. Dieu merci, nous l'avons obtenu. Si ça permet à des enseignants d'espérer, à des travailleurs d'espérer et de sourire aujourd'hui, je dis que c'est tant mieux. Et si nous pouvons continuer comme ça, ça va être formidable parce que la session se poursuit. Oui. La semaine prochaine, on doit se retrouver pour évoquer donc les questions transversales. Mais qu'avez-vous déjà obtenu de façon concrète et tangible? De façon concrète, aujourd'hui, les engagements, nous avons des engagements très forts et transcrits à travers le Conseil des ministres, et notamment sur la question du reversement. Aujourd'hui, le reversement va reprendre pour enfin donner justice donc, à ceux qui attendent depuis des années. Deuxièmement, des gens qui sont sans pension parce qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer. Le gouvernement a décidé de prendre le relais, de payer à leur place un certain nombre d'indemnités, de retenues sur salaire et de leur permettre enfin de jouir de leur pension. Ensuite, ceux qui ont été reversés plus ou moins maladroitement dans le passé, le gouvernement a passé l'éponge et ne tiendra compte que des faux diplômes pour sévir. Ça, c'est une grande avancée sociale, il faut le reconnaître. Donc, voilà ce que nous avons obtenu. Sur la question de la hiérarchisation des salaires suite à l'augmentation du SMIC, le gouvernement a pris à nouveau des engagements de discuter avec le patronat pour que nous puissions enfin régler cette question-là. Nous lui avons demandé de pouvoir jouer pleinement sa partition. Et tout cela doit être enfermé dans un délai. Le délai pour nous doit être suffisamment court pour permettre aux camarades qui ont longtemps attendu de pouvoir enfin souffler. Et dès le vendredi prochain, le ministre de la fonction publique a pris l'engagement de réunir un comité qui va fixer les délais qu'il faut, voir compte sur la base donc, de la masse de travail et de dossiers qu'il y a à traiter. Et dans cette commission, il a demandé aux confédérations de désigner 2 représentants. Donc nous attendons déjà le vendredi prochain que les choses puissent démarrer. Voilà ce que nous avons obtenu de façon concrète. Mais il reste les autres questions. La Sonacop est là, le PAPME est là, des entreprises qui ne savent plus vraiment quelle est la sauce avec laquelle on va les manger. Nous avons il y a beaucoup d'autres questions. Il y a beaucoup d'autres questions. Mais qui ne sont pas liées à l'enseignement, à l'école. Qui ne sont pas liées forcément à l'enseignement à l'école. Et donc, ils vont être traités la semaine prochaine. Aujourd'hui, on se concentre sur le monde éducatif. Justement, dans le cadre des réformes, le gouvernement a décidé de donner aussi priorité à l'enseignement technique et professionnel, la formation professionnelle. Et le but, selon le gouvernement actuel, c'est de permettre déjà aux apprenants de ne plus végéter dans le chômage, dans l'enseignement secondaire ou lorsqu'on suit le cursus ordinaire, on est diplômé comme des milliers d'autres et après on se demande que faire. Est-ce que la question de la formation technique et professionnelle qui tient à cœur au gouvernement aujourd'hui et qui va même commencer déjà à partir de cette année scolaire aussi, est-ce que c'est pertinent? C'est tout à fait pertinent. Écoutez, si on veut régler le problème du chômage pour nos jeunes, il faut forcément aller vers là. Je connais assez l'exemple de la Suisse. Je sais que la Suisse a l'un des taux de chômage les plus faibles en Europe aujourd'hui, parce qu'ils ont su mettre en place un système d'orientation précoce qui permet d'éviter d'envoyer tout le monde à l'université, dans le général, et qui se fait déjà au niveau de l'enseignement primaire, avec des passerelles qui vous permettent de revenir après à l'université lorsque vous le souhaitez. Ça fait que manuellement, professionnellement, les gens sont outillés et tout de suite utilisables sur le terrain. Il faut donc reconnaître au gouvernement que c'est une pertinence incroyable et que de chercher donc à réformer au niveau de l'enseignement technique. Parce que moi, je suis de l'enseignement technique et je connais un peu ce milieu aujourd'hui où nous remarquons que des enfants viennent à l'enseignement technique et échouent à cause des matières de l'enseignement général, alors que techniquement, ils sont bons. Ça veut dire qu'il faut relire les programmes, les curricula doivent être complètement refondus, il faut créer d'autres lycées, il faut créer les conditions pour que les parents y aillent facilement, que les enfants y aillent facilement. Il faut enlever de la tête des parents d'élèves que ceux qui vont à l'enseignement technique, c'est ceux qui ont échoué. Il faut faire en sorte que tout le monde comprenne qu'aller à l'université, ça ne sert absolument à rien si on n'a rien à y faire, ce n'est pas une garantie. À trouver d'emploi. Donc,
si les réformes vont dans ce sens, nous ne pouvons qu'applaudir. Donc moi, j'applaudis ces réformes. Ce que je demande, c'est qu'on fasse en sorte à chaque fois de communiquer suffisamment, d'associer les acteurs qu'il faut, parce qu'on n'a pas besoin forcément d'être en position de décideur pour apporter sa contribution. Les gens qui sont au quotidien avec les réalités sont les meilleurs experts en termes donc de réforme. Et si on adopte cette démarche-là participative, inclusive, on peut réussir de grandes choses. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mesures de gratuité qui frappent l'enseignement général, mais qui touchent très peu l'enseignement technique. Voilà autant de mesures, autant de regards qu'il faut porter vers l'enseignement technique pour essayer donc de régler la question de l'emploi des jeunes dans notre pays. Il y a des lycées qui se créent à cet effet. Il y a un lycée qui a été inauguré à Bopa, par exemple, d'autres ailleurs. Certains collèges d'enseignement général seront transformés en lycées techniques dans ce cadre. Ça, c'est bon aussi? C'est bon? Oui, c'est bon si toutes les conditions sont réunies. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'enseignement de base. Oui. Et l'enseignement de base, ça va du CI en 3e. Oui. Dans le plan de secteur de l'éducation. Et ça pose le problème du CEP. Ça pose le problème de la gestion de nos écoles primaires et de nos collèges. Je sais que dans la réforme, il est prévu, par exemple, que le premier cycle s'appelle collège et que le second cycle s'appelle lycée. Est-ce qu'on a toutes les conditions qu'il faut? Est-ce que les enseignants sont déjà suffisamment formés pour ça? Est-ce qu'on a le matériel qu'il faut? Parce que je ne peux pas former des gens à l'enseignement technique, qu'ils aient un diplôme technique à la sortie, se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est un échec. On ne sort pas de l'enseignement technique pour aller à l'université. C'est un échec. On va après à l'université pour aller faire des UV, ponctuellement, pour améliorer sa pratique professionnelle. Donc, autant de choses sur lesquelles il faut discuter et voir si toutes les conditions sont réunies. Il ne faut pas aller trop vite non plus. Il ne faut pas mettre en avant la propagande politique pour montrer que l'on fait tout très bien. Si on fait ça, on va échouer. Et donc, les conditions doivent être réunies. On parle de nouveaux lycées, mais il faut faire beaucoup plus. Pourquoi ne pas avoir 1 à 2 lycées par département? Ce serait l'idéal aujourd'hui. Mais comme on vient de commencer, peut-être que... Oui, quand on vient de commencer, mais on peut envisager ça. J'espère que c'est dans le plan de réforme du système de l'enseignement technique. Si c'est dans le plan, tant mieux. Parce que je me souviens il y a quelques années, je crois la coopération danoise voulait faire fabriquer des tables. Pas des menuisiers ici, nous. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que, bien qu'en donnant le modèle, ils n'avaient jamais 2 tables identiques à la production. Ensuite, quelques années toujours, les Américains ont voulu faire confectionner les treillis de l'armée américaine par des couturiers béninois. Et il n'y avait pas. Et donc, vous voyez que quand on parle de l'enseignement technique, il ne faut pas seulement regarder informatique, des trucs de ce genre, des trucs de pointe. Il faut également regarder les artisans, les gens dont nous avons besoin tout le temps. On a aujourd'hui une pénurie de plombiers professionnels dans nos lycées. Donc, si on ne fait pas bien le diagnostic, on va passer à côté en pensant que ça doit être de l'élitisme dans l'enseignement technique et professionnel et on va échouer. Mais si on le fait bien, on aura fait de la bonne prospection. De la bonne politique, de la bonne réforme que normalement tout citoyen considéré devrait accompagner. Très bien. Et l'autre réforme aussi, c'est bien sûr l'introduction ou la réintroduction de la dictée aux examens de fin d'année. On l'a expérimenté au cours de l'année écoulée. Ça devrait continuer avec les différentes, on va dire, les statistiques dont vous disposez peut-être, je n'en sais rien. Oui, ça doit continuer parce que ça a quand même finalement un effet sur la pratique de classe. Ça n'a pas forcément un effet sur les examens, mais ça a un effet sur la pratique de classe au quotidien. On voit beaucoup d'enseignants aujourd'hui qui ont le souci donc de faire la dictée, d'entraîner les enfants à cette épreuve-là. Mais voyez-vous, la dictée n'avait pas disparu de l'école. Elle avait disparu de l'examen. Elle n'avait pas disparu de l'école. Et ça pose là le problème de l'encadrement pédagogique au quotidien, la formation continue. On n'a pas le personnel qu'il faut en termes de conseils pédagogiques, d'inspecteurs, pour faire l'encadrement pédagogique tel que c'est prescrit par les tests. Si un enseignant ne fait pas la leçon de dictée qui est prévue au programme, il faut pouvoir l'obliger à le faire. Et si on le fait, peut-être qu'on n'aura pas besoin forcément d'évaluer la dictée à l'examen pour pouvoir obtenir le résultat que l'on veut en termes d'acquisition des savoirs dans ce domaine-là. Donc c'est une bonne mesure qui doit se poursuivre parce qu'elle permet
de réveiller tout le monde sur ce que nous devons faire en classe pour mieux préparer les enfants. Ça peut avoir un impact sur le niveau aussi des apprenants. Hein? Oui, forcément. Le niveau d'expression, d'écriture. Forcément, mais ça n'est pas que ça. Pour obtenir le niveau que nous souhaitons. Ce n'est pas la panacée. Non, ce n'est pas la panacée. Et je suis de ceux qui pensent que, ceux qui sourient lorsque je vois nos aînés, surtout nos aînés, dire que tout est foutu aujourd'hui, que de leur temps tout était bon parce qu'ils savaient très bien parler le bon français qui est la langue d'autrui. Donc, le bon élève aujourd'hui n'est pas forcément celui qui parle correctement français non plus. Ça, il faut vraiment qu'on sorte ça de nos têtes et aller vers ce qui est concret, ce qui est vraiment compétence. Mais l'idéal aurait été que si on décide de parler cette langue d'autrui, qu'on la parle bien. Qu'on décide de le faire. Qu'on la parle pour se faire entendre. Si on faisait cette émission dans une langue locale, eh bien qu'on la parle bien aussi. Non, oui, mais écoutez, si je parle mal le français et que vous me comprenez, quoi est le problème? Honnêtement, où est le problème? On va apprendre ça parce que ce n'est pas ma langue. Ce n'est pas votre langue. Si je dis la papa au lieu de le papa, et que c'est dans un débat comme ça, et que les gens savent que je veux parler de père, quel est le problème que ça pose? Ça ne doit pas être une hantise pour nous. Vous comprenez? Et il faut commencer à prospecter, comme vous l'avez dit, la possibilité donc, de commencer à faire l'enseignement dans nos langues. Et on aura comment dire, facilité l'apprentissage et l'enseignement à tous les acteurs de l'école. Voilà, que reste-t-il à faire maintenant pour que nous ayons une année scolaire 2019-2020 très apaisée et de bonne facture? Une seule chose. Une seule chose. Et ça n'a rien à voir avec une revendication précise. Ce qu'il faut faire, c'est avoir la qualité du dialogue social qu'il faut tout au long de l'année et les autres années. Nous avons des problèmes, des milliers de problèmes, qui ne seront peut-être pour certains jamais résolus, qui ne seront pas résolus tout de suite pour les autres. Mais tout est dans la manière de l'aborder, tout est dans la manière d'aborder ceux qui viennent poser leurs problèmes. Si on a cette confiance et cette qualité d'écoute et de dialogue, on aura 1000 années normales, apaisées, alors que persisteront 1000 problèmes qui n'auraient pas été réglés. Donc je pense que si nous nous mettons, si le gouvernement cesse de penser que le syndicat n'est là que pour nuire, qu'on n'a pas besoin de l'écouter, qu'il faut juste le réduire à sa plus simple expression. Si les enseignants que nous sommes, nous pouvons comprendre que au-delà du gouvernement, ce sont nos apprenants que nous avons en main, c'est l'avenir que nous avons en main, nous pourrons transcender un certain nombre de choses, un certain nombre de frustrations, et pour nous permettre de donner le minimum dans le service public qui nous est demandé. Et quand on donne le minimum, les enfants sont bons. On n'a même pas besoin de donner le maximum. Le minimum en classe vous permet déjà d'avoir l'enseignement et l'apprentissage qu'il faut pour que les enfants puissent s'en sortir à la fin. Parce que le souhait de tous, c'est que nous ayons de bons résultats aux examens de fin d'année. Je dirais le souci de tous, c'est que nous ayons des enfants bien formés, épanouis, et que les parents jouent leur rôle en tant que parents d'élèves, jouent leur rôle pleinement, vraiment, et ne se défaussent pas complètement de leurs responsabilités sur l'école. Vous avez l'impression que les parents sont de plus en plus absents de la vie scolaire de leurs enfants? Oui, de plus en plus. Malheureusement, nous pensons qu'il suffit simplement de payer, et que notre rôle s'arrête là. Le suivi que nous devons faire, l'accompagnement que nous devons apporter, la collaboration qu'il doit y avoir entre l'école et la famille aujourd'hui est à repenser. Et tous les parents doivent comprendre que nous devons absolument accompagner l'école pour avoir des résultats et que le seul maître ne peut pas tout faire. Les miracles, là, ça n'existe qu'au ciel. Le miracle n'existe pas à l'école. Seul le travail bien fait, le travail d'équipe permet donc d'atteindre les résultats. Donc les parents d'élèves doivent cesser d'être des spectateurs et intervenir dans les débats sérieux sur le secteur de l'éducation, parce que la plupart du temps, on ne les entend pas. On les entend que lorsqu'il s'agit donc de venir arracher les subventions de leurs enfants pour faire fonctionner leur association de parents d'élèves, et ça, c'est une aberration. On a besoin de les entendre autrement que dans ces cercles-là, et faire en sorte que les différentes associations de parents d'élèves que nous avons soient là pour accompagner les écoles, les établissements, et non pas là pour empêcher l'école de fonctionner normalement. Et il faudrait aussi qu'il y ait cet amour-là entre les parents d'élèves et les centrales et confédérations syndicales. Parce que parfois, on vous trouve comme étant le bourreau des apprenants. Si quelquefois vous réclamez des choses qui tournent à la grève, les parents d'élèves ne vous comprennent pas parfois. Vous souhaiteriez aussi que tous se comprennent à travers le dialogue, comme vous l'avez dit. Vous savez, c'est ce que je dis. Quand il y a une grève, la grève, c'est l'appel ultime au dialogue.
c'est un appel ultime au dialogue pour moi, la grève. Celui qui va en grève, le travail qui va en grève, veut qu'on l'appelle pour discuter. Il faut que les gens comprennent ça. Et c'est là où les parents d'élèves ont un grand rôle à jouer. Au lieu de prendre position parfois pour le pouvoir, ou de prendre position parfois pour... ils doivent intervenir dans le débat, parce que c'est un groupe de pression. Ailleurs, les parents d'élèves sont un groupe de pression. On ne sent pas les parents d'élèves de chez nous comme un groupe de pression. Ils vivent les problèmes de l'éducation de loin. Ils sont trop passifs. Comme des spectateurs joyeux. Trop passifs. On ne les sent pas concernés. Alors que dans une grève, vous voyez des parents d'élèves qui se réunissent, qui font une sortie pour dire à chacun des acteurs leur part de responsabilité et demander, ça peut être le déclic qui permet donc de discuter de sortir de la crise. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qu'on devrait aborder, qu'on n'a pas pu aborder en matière de perspective de notre éducation, de notre monde éducatif? Et en matière de perspective, je pense qu'on attend encore le CNE, le fameux CNE, qui a déjà pris service, fonction, à qui on a donné plein de responsabilités. Et on attend encore, parce que ce qui a été fait jusque-là, ce sont des petites mesures, ce qu'on ne peut pas appeler réforme. Notre système éducatif a besoin de réformes en profondeur. J'ai déjà parlé des programmes. Quand est-ce qu'on va en parler? Quand est-ce qu'on va faire en sorte d'avoir un système éducatif beaucoup plus cohérent? Pas trois entités séparées où parfois les gens se marchent sur les pieds. Donc, ces grandes réformes, on les attend toujours. Et si le gouvernement peut faire en sorte de communiquer là-dessus et enfin de pouvoir donc les démarrer, ce serait vraiment très bon pour l'avenir de l'école dans notre pays. Et donc, je voudrais demander au gouvernement de profiter de cette accalmie que nous connaissons depuis quelque temps pour faire en sorte que nous puissions, avoir la pratique qui permet la synergisation de tous les acteurs en faveur de l'école béninoise. Et à tous les enseignants, je voudrais souhaiter une très bonne rentrée. Une très bonne rentrée, singulièrement aux enseignants qui sont membres de la CSA Bénin. Il leur dit que nous sommes sur la bonne voie en matière de syndicalisme et que pour une fois, on peut être fier de dire nous avançons pendant que le chien aboie. Merci. Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, la CSA Bénin. Merci d'être venu partager avec nous ces grands moments de télévision, mais également de radio en ce dimanche. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et une bonne rentrée aussi. Merci beaucoup. Bonne année scolaire à vous. Si entre-temps on avait besoin de vous au cours de l'année, on vous fera appel pour toujours recueillir vos avis, vos explications sur telle ou telle question liée toujours au monde des travailleurs tout court. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir été là. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs et auditeurs qui nous avez suivis tout au long de cette émission. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Bon dimanche à vous et à dimanche prochain. Merci.